Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1521. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exercèrent leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Guyengola et en sortir victorieux. Après cette victoire, ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Guyengola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage LIDAR, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne, enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation,
mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens, avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge. Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Thonis Héracléion constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléion en prestige et en influence. Avant cela, Héracléion faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléion sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Les êtres humains investissent beaucoup de temps et d'argent dans l'exploration de l'inconnu. D'abord l'espace, puis les fonds marins. Mais il nous reste une autre frontière à conquérir. Les scientifiques l'appellent la frontière profonde. Je veux parler de l'endroit le plus profond que nous ayons atteint en chemin vers le noyau terrestre. Dans les années 60, nous avons tenté de creuser le trou le plus profond jamais réalisé sur Terre. Cela nous a menés loin dans le cercle arctique. Ce qui porte aujourd'hui le nom de forage profond de Kola est également le point artificiel le plus bas de la planète, à 12 262 mètres de profondeur. Il a fallu 20 ans pour creuser aussi profondément dans la croûte terrestre, et les chercheurs estiment que nous n'avons atteint qu'environ un tiers de la distance qui nous sépare du manteau. Voici comment se présente notre planète. Si la Terre était comme un oignon, la croûte terrestre est comme la peau épaisse de cet oignon. Cette partie ne fait que 40 km d'épaisseur. Au-delà se trouve le manteau, profond de 2900 km. Et après ça, en plein centre de la Terre, nous avons le noyau, qui est composé de 2 couches, une couche interne et une couche externe. Savez-vous où se trouve la croûte la plus fine de la planète? Au fond de l'océan. Lorsque les scientifiques américains ont compris cela, ils ont commencé à forer des trous dans le plancher océanique. C'est ainsi qu'est né le projet Moholy. Il a débuté en 1961,
Mais la technologie dont nous disposions à l'époque pour forer de profonds trous dans l'océan était très rudimentaire. Il a fallu improviser. Ils ont installé un système de propulseurs sur les côtés de leur navire de forage afin de le stabiliser au-dessus du trou. Le principal défi consistait à forer le plus verticalement possible. Sinon, ce trou profond aurait ressemblé à un labyrinthe. Le projet du forage profond de Kola et le projet Moole ont tous deux été officiellement abandonnés dans les années qui ont suivi. Cependant, l'être humain a construit des ouvrages souterrains relativement profonds. En 1963, un homme turc qui faisait des rénovations dans son sous-sol a découvert un tunnel. L'entrée de ce tunnel menait à d'autres passages qui formaient tout un réseau de salles et de chambres. Il ne le savait pas, mais il venait de découvrir Derinkuyu. Cette ville disparue mesurait près de 18 étages ou 61 mètres de profondeur. Elle était suffisamment grande pour accueillir 20 000 personnes et se trouvait tout simplement sous la Cappadoce, en Turquie. La Cappadoce abrite des centaines d'habitations souterraines. 40 de ces villes souterraines ont au moins 2 étages. Cependant, aucune n'est aussi grande que Derinkuyu. Il n'existe pas beaucoup de récits historiques sur les origines de Derinkuyu. Certains pensent que la partie la plus ancienne du complexe a été creusée vers 2000 avant J.C. par les Hittites. Les Hittites étaient une civilisation indo-européenne. Ils furent l'une des premières grandes civilisations de l'âge du bronze en Asie occidentale. Les chercheurs pensent qu'ils ont construit cette ville souterraine pour se protéger des invasions. D'autres pensent que ce sont en fait les chrétiens qui ont construit cette ville au cours des premiers siècles de notre ère. Selon eux, elle aurait été construite pour protéger les habitants des variations de température extrêmes, chaleur intense en été et froid glacial en hiver. D'un point de vue géologique, le terrain sous la Cappadoce est idéal pour la construction. Les roches sont tendres, ce qui facilite le forage de tunnels. Pour cette même raison, les grandes cavités souterraines sont fragiles. C'est pourquoi la plupart des salles sont soutenues par des piliers. Heureusement, aucun des sols de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. Les bâtisseurs de Derinkuyu avaient tout prévu. La ville était isolée du monde par d'énormes rochers qui dissimulaient son entrée. Elle était ventilée par plus de 15 000 puits d'aération d'environ 10 cm de large. Cela garantissait une ventilation suffisante dans les niveaux supérieurs, qui finirent par être utilisés comme pièces à vivre et chambres à coucher. Les niveaux inférieurs de cet impressionnant labyrinthe servaient principalement à l'entreposage. Mais à vrai dire, rien ne manquait. Une salle pour un pressoir à vin, pour les animaux domestiques, de petits édifices religieux. Ils n'ont certainement pas ménagé leurs efforts pour rendre cette ville souterraine aussi complète qu'une ville construite à la surface. En parlant d'ouvrages souterrains impressionnants, la Suisse possède le plus long tunnel du monde. Il se trouve dans le massif du Saint-Gothard. Ce tunnel d'une taille impressionnante a été construit à plus de 2440 mètres sous la surface. Voici à quoi ressemble le tunnel du Saint-Gothard. L'idée de sa construction fut avancée dès 1947. Mais les travaux ne commencèrent officiellement qu'en 1999. Il a fallu des années pour approuver le projet, puis trouver l'emplacement idéal. Malgré cela, les 73 types de roches différents qui composent le massif ont fait de cette construction un véritable défi. Certaines roches étaient aussi dures que du granit, d'autres aussi tendres que du grès. Il a donc fallu adopter différentes approches et utiliser différents équipements pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Au total, environ 28 millions de tonnes de roches ont dû être excavées pour permettre l'aménagement du tunnel. Un chantier à une telle profondeur souterraine a posé de nombreux défis. Plus les ouvriers s'enfoncèrent dans la montagne, plus la température augmentait. En l'absence de ventilation naturelle, la température pouvait grimper jusqu'à 46 degrés Celsius, rendant les conditions de travail très difficiles. Le tunnel s'étend sur 56 km d'un bout à l'autre. Pendant la construction, il a fallu utiliser 4 énormes tunneliers, également appelés taupes, pour percer le massif. Chacune de ces taupes mesurait environ 426 mètres de long. Mais c'était l'une des meilleures solutions, car ces machines limitent les perturbations du sol environnant et permettent d'obtenir des parois lisses. Saviez-vous que le sous-sol le plus profond du monde se trouve sous l'Opéra de Sydney, en Australie? Le bâtiment s'enfonce autant sous terre qu'il s'élève au-dessus du sol. Mais ce sous-sol ne sert pas uniquement de fondation à l'opéra.
Il s'agit en fait d'un parking. Ce parking unique s'enfonce à 36 mètres sous terre, soit 12 étages de profondeur, alors que les parkings ne comptent généralement que 4 ou 5 étages. Mais ce n'est pas tout ce qui le rend unique. En effet, s'ils avaient décidé de construire un parking rectangulaire classique, ils auraient perdu une multitude de places de stationnement. Comme ils souhaitaient optimiser l'espace disponible, ils ont dû imaginer une structure exceptionnelle. Tout d'abord, ils ont creusé une caverne artificielle pour rendre ce rêve possible. Ensuite, ils ont dû concevoir un plan. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un sous-sol en forme de beignet, ou ce que les ingénieurs appellent une double hélice. Cette conception a surpris la communauté des ingénieurs par son approche innovante. Cependant, cela a fonctionné. Aujourd'hui, il y a de la place pour plus d'1 millier de voitures, ce qui semble tout à fait approprié pour un opéra. Étonnons-nous encore une fois. Il faut jusqu'à 1 heure pour atteindre certaines structures souterraines. Prenons l'exemple de la mine d'or de Mponeng, en Afrique du Sud, située à environ 4 km sous la surface. Vous vous dites, sans doute, il ne s'agit que de 4 petits kilomètres, pourquoi faut-il 1 heure pour y arriver? Mais les conditions y sont extrêmement difficiles. Pourtant, Milan Ludena, un coureur équatorien, a réussi à courir un semi-marathon dans ces conditions, malgré une température de 40 degrés Celsius, un taux d'humidité de 80% et une pression atmosphérique de 1,4. C'est la pression que l'on ressent à 5 mètres sous la mer. Incroyable. Présente depuis plus de 3 milliards d'années, une partie de la croûte terrestre la plus ancienne se désintègre aujourd'hui. Si les continents semblent actuellement immobiles, ils ont connu d'importants déplacements et réagencements au fil du temps. Ce phénomène est rendu possible par l'activité tectonique, qui provoque le lent glissement des plaques terrestres, à l'image des pièces d'un vaste puzzle en mouvement. Les parties les plus stables de ces pièces de puzzle sont désignées sous le nom de cratons. Ces formations rocheuses, à la fois très anciennes et extrêmement résistantes, constituent les racines des continents et assurent leur cohésion. Le craton nord-américain, par exemple, englobe une grande partie des États-Unis, environ la moitié du Canada, ainsi que la majorité du Groenland. Les scientifiques ont identifié près de 35 cratons majeurs à travers le monde. Grâce à leur robustesse, ces structures sont restées pratiquement immuables durant des centaines de millions d'années. Toutefois, en 2014, il a été découvert que leur caractère prétendument indestructible n'était pas absolu. Certains cratons ont perdu une partie de leurs racines solides sous l'effet de processus géologiques spécifiques, entraînant un amincissement et une fragilisation de leur structure. Ces observations suggèrent que des modifications tectoniques supplémentaires pourraient compromettre leur stabilité. En 2024, des scientifiques de l'Université des géosciences de Chine ont analysé une ancienne masse terrestre appelée le craton de Chine du Nord, ou NCC en abrégé. Ils voulaient en savoir plus sur la façon dont certaines des régions rocheuses les plus anciennes sur Terre pouvaient se disloquer. Ce processus de désintégration des cratons est appelé décratonisation. Le NCC suscite un intérêt particulier, car il se compose de 3 principales subdivisions: le bloc occidental, le bloc oriental et l'orogène Transnord-Chine, une zone intermédiaire située entre ces 2 blocs. Les études ont révélé que, durant l'ère mésozoïque, le bloc oriental a perdu ses racines anciennes sous l'effet d'intenses mouvements tectoniques et magmatiques, connus sous le nom d'événements tectono-magmatiques. Les scientifiques ont cherché à comprendre précisément comment les processus au sein du manteau terrestre et les mouvements des plaques tectoniques ont conduit à la désintégration du NCC. Ils ont élaboré des modèles en 4 dimensions pour illustrer l'évolution de sa forme au fil du temps, incluant les changements de sa surface, l'étirement de ses couches, ainsi que la propagation des ondes sismiques en son sein. Ils ont constaté qu'une partie de la plaque tectonique s'était enfoncée sous le craton avant de reculer. Ce mouvement de retour accompagné d'un étirement a entraîné un amincissement de la roche solide, la rendant instable. Ce processus aurait débuté il y a environ 200 millions d'années, durant la période jurassique, à l'époque où les dinosaures régnaient sur la planète. Le craton de Chine du Nord n'est pas la seule région concernée par le phénomène de décratonisation. D'autres cratons, tels que ceux d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou encore de la région du Yangtze en Chine, pourraient avoir connu des évolutions similaires. Les chercheurs estiment que cela illustre les transformations progressives des continents terrestres sur des milliards d'années. En géologie, aucun lieu ne semble complètement à l'abri de tels bouleversements, mais cela ne constitue pas une raison de s'inquiéter.
Vous ne le remarquez pas, mais notre planète est en mouvement constant. Un phénomène parfaitement naturel. Toutefois, ces déplacements peuvent parfois entraîner des transformations spectaculaires. En 2017, les scientifiques ont officiellement annoncé que la Zélandia pouvait être considérée comme un nouveau continent. Les plateaux continentaux de ce mystérieux territoire reposent à une profondeur d'environ 1000 mètres sous le niveau de la mer. La croûte océanique plonge encore plus profondément, atteignant les 3000 mètres. Les géologues ont exploré ces profondeurs pour récupérer des échantillons du plancher océanique. Ils ont découvert qu'à la différence de la croûte océanique voisine, composée de roches basaltiques récentes, la croûte entourant la Nouvelle-Zélande est constituée d'un mélange de granit ancien, de calcaire et de grès, caractéristique d'une croûte continentale. De plus, les chercheurs ont découvert une étroite bande de croûte océanique qui sépare l'Australie du territoire dissimulé de Zélandia. Cela prouve que ces deux régions constituent des continents distincts. Il y a 85 millions d'années, la Zélandia s'est séparée du supercontinent Gondwana. Des millions d'années plus tard, la puissante plaque pacifique, véritable championne des plaques tectoniques, a plongé sous la croûte continentale de Zélandia. C'est ainsi que la racine de la Zélandia, cette connexion à sa croûte continentale, s'est rompue et s'est enfoncée dans les profondeurs marines. Et ce n'est pas la seule nouvelle tectonique provenant de cette région du monde. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique constituaient un seul et même morceau de terre. Après avoir emprunté des trajectoires différentes, l'Antarctique n'est pas parti sans rien emmener. Aujourd'hui, dans l'océan Indien, se trouve un plateau océanique qui, autrefois, était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen. Les scientifiques estiment qu'il servait de pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Pour mieux comprendre, il suffit d'observer l'archipel des Kerguelen, situé dans l'océan Indien méridional. Ces îles sont le dernier vestige de cet ancien continent. Elles présentent un climat froid et sont couvertes de glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, par le passé, le climat y était plus tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore y étaient sans doute similaires à celles que l'on trouve actuellement dans les régions tropicales. Un autre continent perdu, quant à lui, ne se cache pas sous les flots, mais sous l'Europe elle-même. Il porte le nom de Grand Adria et entra en collision avec le continent européen avant de commencer à s'enfoncer sous celui-ci, il y a environ 100 millions d'années. Actuellement, il se trouve sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et même sa forme rappellent celle du Groenland, la plus vaste île au monde. Le Grand Adria n'est plus visible aujourd'hui, mais il a laissé de nombreuses traces. Certaines de ses parties ont été intégrées dans les Alpes. D'autres fragments se retrouvent dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires provenant de cet ancien continent ont commencé à se transformer une fois enfouies sous la masse terrestre européenne. La chaleur intense et la pression exercée durant des dizaines de millions d'années ont altéré leur structure. C'est ainsi que le calcaire a disparu au profit du marbre. Le Grand Adria n'était pas une terre solide comme le continent que nous connaissons aujourd'hui, mais plutôt une immense plateforme sous-marine peu profonde. Au fil du temps, le sable, la boue et diverses matières se sont accumulées sur cette plateforme pour progressivement se transformer en roche. Le Grand Adria pourrait avoir ressemblé à la Zélandia ou aux Keys de Floride, une chaîne d'îles située dans une mer peu profonde. Au-dessus de l'eau, il y avait probablement de nombreux îlots et archipels, tandis que sous les vagues, des récifs coralliens multicolores regorgèrent de vie. Si vous y aviez vécu à cette époque et disposiez d'un équipement de plongée, cet endroit aurait offert un cadre idéal pour l'exploration sous-marine. Avec tous les bouleversements liés au craton, qui sait, nous pourrions assister à l'émergence d'un nouveau continent dans l'avenir. L'étude approfondie de la croûte terrestre pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire de la planète. À Copenhague, des scientifiques ont fait une découverte fascinante concernant l'origine réelle de la Scandinavie. Et cela ne se situe pas là où l'on pensait. Après avoir analysé du sable et des roches provenant de régions isolées de la Finlande, ils ont conclu que les racines de la Scandinavie provenaient en fait du Groenland, il y a plus de 3,750 milliards d'années. Cela signifie que la région actuelle des pays nordiques, Danemark, Suède, Norvège et Finlande, est en réalité âgée de 250 millions d'années de plus que ce que les scientifiques imaginaient précédemment. Cette découverte a été rendue possible grâce à de minuscules cristaux appelés zircons, découverts dans les sables des rivières finlandaises. En étudiant leur composition chimique, les chercheurs ont constaté que l'âge des cristaux correspondait à celui des roches du Groenland et non de la Scandinavie.
Les scientifiques ont utilisé des techniques spécifiques pour analyser des éléments tels que l'uranium, le plomb, le lutécium et l'hafnium, et ont ainsi déterminé que la base rocheuse de la Scandinavie s'était probablement détachée du Groenland il y a plusieurs milliards d'années. Une petite graine de terre aurait alors dérivé à travers la surface terrestre pendant des centaines de millions d'années. Ce fragment se serait finalement installé là où se trouve aujourd'hui la Finlande. Au fil du temps, de nouvelles couches rocheuses se sont formées autour de cette graine, donnant naissance à la Scandinavie que nous connaissons sur les cartes actuelles. Cette même étude pourrait nous inciter à revoir la manière dont les continents de la Terre se sont initialement formés. La théorie la plus répandue suggère que la croûte continentale a commencé à se développer dès la formation de la planète, il y a environ 4,6 milliards d'années. Toutefois, de récentes recherches montrent que la croissance des continents n'a commencé qu'1 milliard d'années plus tard. Selon les scientifiques, les continents terrestres auraient-ils peut-être vu le jour à partir de petites graines de croûte ancienne réparties en divers endroits de la planète. Ces graines se sont développées au fil du temps, formant les masses terrestres actuelles. Elles ne se retrouvent pas uniquement en Scandinavie, mais aussi en Australie, en Afrique du Sud et en Inde. Toutefois, les chercheurs ne savent pas si toutes ces graines proviennent du même endroit, ou si elles se sont développées indépendamment dans différentes régions. Il reste donc beaucoup à découvrir, et il est essentiel que les scientifiques poursuivent leur investigation pour déterminer si toutes ces graines anciennes sont connectées. Imagine que tu puisses passer une semaine entière à scruter des ruines anciennes et à prendre des photos des sites archéologiques les plus surréalistes qui soient. Serais-tu prêt à le faire? Alors, commençons à creuser. La première étape de ton périple est l'Asie du Sud-Est. C'est là que se trouvaient les ruines les plus impressionnantes. Commençons par Bagan, situé aux confins de la Birmanie. Il existe plusieurs façons de visiter le site, et tu es heureux d'avoir décidé de souscrire à 2 expériences différentes. La première est un voyage en montgolfière au lever du soleil. Juste avant l'aube, tu grimpes à bord du ballon et, dès que le soleil commence à poindre à l'horizon, tu entreprends de survoler cette région enchanteresse. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, il se reflète sur plus de 2000 structures dorées de forme conique. Ce volume en montgolfière est plutôt bref, mais il permet d'avoir une vue imprenable sur la 60aine de kilomètres que couvre le site. De retour sur la terre ferme, tu loues un vélo et arpentes le village des ruines. Certaines d'entre elles sont à ciel ouvert et permettent un petit coup d'œil à l'intérieur. Ces magnifiques vestiges ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle de notre ère et faisaient principalement office de lieu de culte. Il s'y trouvait à l'origine plus de 10 000 bâtiments, mais ils se sont progressivement détériorés au fil du temps, notamment en raison des tremblements de terre. Heureusement, le site a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015 et est préservé depuis. Tu attrapes ensuite un volume pour le Cambodge, où tu prends le temps de visiter les temples d'Angkor, un célèbre site archéologique niché au cœur de la jungle. Heureusement que tu as emporté de l'insecticide avec toi. La cité d'Angkor aura été la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle. Et pour information, le mot Angkor signifie « capitale » en ancien sanskrit. Fondée par le roi Yasovarman Ier, la ville est devenue l'une des plus grandes cités du monde pré-industriel. Les chercheurs affirment que près d'1 million de personnes y auraient revécu. Encore aujourd'hui, Angkor est admiré pour son architecture étonnante. Le style Khmer se reconnaît à l'emploi d'énormes blocs de grès. Et les tours du complexe auraient été autrefois décorées d'or. Mais aujourd'hui, le site ne consiste plus qu'en un labyrinthe de temples envahis de lianes. La ville fut abandonnée en 1431 pour n'être redécouverte que dans les années 1840. Oh, et si tu ne t'en doutais pas déjà, il s'agit également d'un site répertorié au patrimoine de l'UNESCO, et ce depuis 1992, des fois que tu voudrais te vanter auprès de tes amis de tes aventures culturelles à l'avenir. Ton périple se poursuit en Égypte. Tu es ici pour visiter le temple de Karnak, dans la cité de Luxor. Pour t'y rendre, tu optes pour le moyen le plus romantique, à savoir une croisière en bateau sur le Nil. En quittant le Caire, tu te diriges vers le sud jusqu'à atteindre la célèbre cité antique. Autrefois connue sous le nom de Thèbes, Luxor fut pendant des siècles la capitale de l'Égypte et un véritable centre administratif et économique. C'est pourquoi le complexe de Karnak est un site archéologique d'une telle importance.
Tu choisis de le visiter de nuit et, dès l'entrée, tu es frappé par la beauté du site. Le soir, de puissants projecteurs illuminent d'une lueur dorée les statues et les colonnes en pierre du temple. Celui-ci est immense et a été principalement construit au XVIIIe et XIXe siècle avant notre ère. Chaque pharaon égyptien de cette période a apporté sa propre marque architecturale au site. L'apogée de cette visite est une promenade dans l'allée des Sphinx, conclue par la découverte de la grande salle hypostyle. Cette vaste chambre est remplie de piliers imposants et de colonnes en grès massif. C'est un spectacle à couper le souffle. De l'Égypte, tu te diriges vers la Jordanie. Si tu aimes les paysages au ton mordoré, tu es au bon endroit. La cité de Pétra est une merveille du monde antique. Située dans le désert jordanien, la ville fut un centre commercial dès le XVe siècle avant notre ère. Les Nabatéens, un ancien peuple arabe, demeuraient aux abords de la ville rose et a prospéré pendant de nombreux siècles, ayant accumulé une quantité importante de richesses. La ville était connue pour son système innovant de gestion des eaux, lequel a rendu la région habitable. Et bien entendu, tu auras un aperçu de S&E vestiges lors de ta visite. La structure en forme de porte monumentale, sculptée à même la roche, et qui a fait la renommée de Pétra, s'appelle la Kasneh, ou trésor du pharaon. Elle se trouve à l'entrée principale du site, et on dit qu'un véritable trésor y serait enfoui. N'oublie pas de te placer juste en dessous de l'arche, et de prendre l'une de ces photos connues de tous pour tes réseaux sociaux. Une fois Pétra cochée sur ta liste, tu t'envoles pour le sud de l'Europe. Plus précisément, la pointe de la botte italienne. Tu as prévu une excursion d'une journée afin de visiter les ruines de Pompéi. Pompéi est accessible en voiture depuis la ville de Naples. Elle abrite les ruines sinistres mais parfaitement préservées d'une cité qui fut jadis engloutie par la lave. L'éruption du Vésuve, en 79 après JC, a laissé la ville de Pompéi complètement ensevelie sous des millions de tonnes de cendres. La cité antique a été retrouvée pour la première fois sous la roche volcanique au XVIe siècle, mais ce n'est que dans les années 1870 que l'on a entrepris de l'excaver. Aujourd'hui, tu pourrais déambuler dans les allées de ces anciennes ruines romaines et te figurer à quoi ressemblait la ville à son apogée. Pompéi était une agglomération riche et animée. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de la ville possédaient plusieurs fours à pain, de vastes marchés et même des maisons avec balcons. Un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont découvert des sculptures et des fresques parfaitement conservées, représentant des banquets et des créatures mythologiques. Tout cela tend à indiquer que les membres de la haute société y résidaient. La ville possédait même des thermes et un système de douche fabriqué dans des matériaux de luxe. Pendant que tu te trouves encore en Europe, tu feras bien un saut pour visiter l'emblématique Stonehenge. C'est une parfaite excursion d'une journée si tu séjournes un jour à Londres, qui ne se trouve qu'à un court trajet de ta destination. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury, dans le Wiltshire, en Angleterre, et représente l'une des ruines les plus connues au monde. Vieux de plus de 5000 ans, ces curieux anneaux de roche comptent parmi les plus anciennes structures en pierre de la planète. Faits de grès, ils sont entourés de mystères, car on ignore encore largement qui les a construits et dans quel but. Les théories les plus répandues affirment que Stonehenge aurait été utilisé comme un calendrier solaire géant, construit pour aider les gens à garder le compte des jours, des semaines et des mois. Quel travail acharné pour créer un banal calendrier, n'est-ce pas? La dernière étape de ton voyage t'emmènera à la découverte de l'Amérique latine. Au Guatemala, en Amérique centrale, se trouvent d'anciennes ruines mayas. La cité perdue de Tikal est un site composé de 3000 bâtiments, les vestiges de l'ancienne capitale de l'Empire Maya. Son importance était autrefois comparable à celle de villes comme Londres ou New York aujourd'hui. L'Acropole Nord est l'ensemble de monuments le plus ancien de Tikal. Érigée à la seule force des bras humains en 350 avant notre ère, elle servait de lieu de dernier repos aux rois et aux prêtres. À l'époque, ces pyramides à degrés étaient peintes en rouge, une couleur adorée des Mayas. Mais aujourd'hui, bien sûr, tu ne verras plus que le calcaire. Tu te demandes peut-être ce qui a pu précipiter la chute d'une ville aussi grandiose. Les archéologues n'ont aucune idée de la cause du déclin de Tikal. Jusqu'à aujourd'hui, cette question demeure sans réponse. S'agit-il d'une famine? D'une épidémie? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Envie de découvrir d'autres ruines mayas? Chichén Itzá est un site archéologique qui abrite les pyramides les mieux conservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans et elle abritait 35 000 personnes à son apogée. Le site s'étend sur près de 500 hectares
et comporte de nombreuses ruines. Son point culminant est El Castillo, un immense temple flanqué d'escaliers qui s'élève à 25 mètres au-dessus du sol. Sa particularité réside dans le fait qu'il comporte 91 marches sur chacune de ses 4 faces. En comptant la plateforme supérieure, cela fait un total de 365 marches, qui se trouve également être le nombre de jours de l'année solaire. Ouf! Quel voyage trépidant! Il est temps de rentrer à la maison et de méditer sur tout cela. À la prochaine fois. En décembre 2012, une multitude de personnes s'alarmaient à l'idée que le monde puisse s'achever dans une catastrophe. Cette peur était alimentée par le célèbre calendrier Maya. Ce système ancien de mesure du temps avait donné lieu à d'innombrables spéculations, mais l'un de ses mystères les plus intrigants restait sans doute le cycle de 819 jours présent dans certaines versions. Personne ne parvenait à en expliquer la présence ou le fonctionnement, jusqu'à ce qu'un groupe de chercheurs de Cambridge ait récemment révélé une hypothèse éclairante. Tout d'abord, comment le calendrier Maya fonctionne-t-il? La méthode employée par cette civilisation pour décompter les jours repose sur ce que nous appelons aujourd'hui le tour du calendrier. Imaginez 3 mécanismes d'engrenage imbriqués, formant des cycles interdépendants. Le premier correspond à une année solaire de 365 jours, désignée par le terme Hab. Le second cycle se compose de 20 noms, tandis que le troisième est formé par une série de 13 chiffres, aboutissant à un calendrier sacré de 260 jours, appelé Tzolk'in. De manière comparable à notre façon de désigner une date comme le 25 décembre 2025, les Mayas nommaient leurs jours en fonction de l'alignement des 3 cycles. Par exemple, un jour pouvait être identifié comme 3 maniques et 14 pop. Il faut un cycle complet de 52 ans pour que ces 3 systèmes se synchronisent à nouveau. Après quoi, les jours recommencent à se répéter. C'est ici que les choses se complexifient davantage. Certains monuments mayas comportent des inscriptions énigmatiques mentionnant un autre cycle, le fameux compte de 819 jours. On en dénombre environ une vingtaine d'exemples, principalement découverts à des endroits tels que Palenque et Yaxchilan, au Mexique. Ces inscriptions, loin d'être anodines, suggèrent que ce calendrier renferme un secret d'importance. Les premières études ont révélé que le cycle de 819 jours était associé à 4 couleurs et aux points cardinaux qui leur correspondaient. Le noir pour l'ouest, le rouge pour l'est, le blanc pour le nord et le jaune pour le sud. Les chercheurs ont également établi que cette période de temps pouvait être subdivisée en 3 cycles distincts. Un de 9 jours, un de 7 jours et un de 13 jours. En les multipliant, on obtient 819 jours. Intriguant, certes, mais pourquoi une telle structure? Ce système de couleurs associé aux 3 cycles semblait n'être qu'une interprétation superficielle, et les spécialistes étaient persuadés que son véritable sens nous échappait encore. Une autre observation notable des chercheurs concernait la manière dont ce curieux décompte des jours était souvent représenté. Un glyphe en forme de hydraque, accompagné d'un nombre, était utilisé, mais dans certains cas, un glyphe symbolisant Kawil y était ajouté. Cette puissante divinité maya, fréquemment associée à la création et à la foudre, était traditionnellement représentée avec une torche émergeant de son front, symbolisant l'étincelle vitale. Dans les années 90, une étude a avancé une hypothèse intrigante. Lorsque l'iconographie de Kawil montrait des émanations de fumée et de feu depuis son front, elle pourrait représenter les planètes Jupiter ou Saturne, voire les deux simultanément. Cela suggérait que le compte de 819 jours pouvait être d'une certaine façon relié à ces astres. Les recherches se sont alors orientées vers la compréhension de cette connexion potentielle. La première hypothèse formulée était que ce calendrier avait pu servir aux Mayas pour suivre les mouvements de Jupiter et Saturne. Les chercheurs ont ensuite relevé une particularité fascinante. Ces cycles semblaient correspondre aux périodes synodiques de ces planètes. Par période synodique, on entend la durée nécessaire à un corps céleste, tel qu'une planète, pour retrouver une position similaire, ou presque, vue depuis la Terre. Cependant, malgré l'intérêt de cette théorie, certains aspects restaient incohérents. Chaque planète suit une trajectoire bien spécifique, et tenter d'intégrer plusieurs d'entre elles dans une période de 819 jours posait problème. En clair,
Ce système calendérique en 4 parties, assorti de son code de couleurs, s'avérait trop limité pour coïncider parfaitement avec les périodes synodiques des planètes visibles. Il semble donc que nous soyons revenus à la case départ. Ce mystère a déconcerté les spécialistes pendant des décennies, jusqu'à ce qu'en 2023, une nouvelle approche vienne tout remettre en question. Les chercheurs ont compris qu'ils devaient changer de perspective. Au lieu de considérer ces 819 jours comme une unité fixe de temps, ils devaient envisager ce nombre comme une série de chronologies. Ainsi, cette période ne serait qu'un fragment d'un calendrier infiniment plus vaste. Comme évoqué précédemment, ce cycle semblait être conçu pour suivre la période où une planète devenait visible depuis la Terre. Pour démontrer que ces 819 cycles représentaient des chronologies et non des jours à proprement parler, les chercheurs avaient besoin d'une planète qui pourrait servir de point de référence afin de confirmer leur hypothèse. Dans ce cas, la planète clé était Mercure, et cela pour une raison assez évidente. La période synodique de Mercure est de 117 jours, ce qui s'intègre parfaitement dans le calcul du calendrier. Si l'on divise 819 par 117, on obtient 7, un nombre entier. Mercure est ainsi la seule planète visible dont le cycle synodique corresponde parfaitement à cette période en chiffres ronds. Une fois ce point de départ solide établi, il restait à élargir le calendrier. En étendant sa durée à 20 périodes de 819 jours, un schéma cohérent a commencé à apparaître. Et, comme par magie, tous les cycles synodiques des planètes venaient s'intégrer parfaitement dans ce système. Par exemple, la période synodique de Saturne, qui est de 378 jours, s'aligne parfaitement après 6 cycles de 819 jours. Vénus, quant à elle, s'aligne tous les 5 cycles, Jupiter tous les 19 cycles, et Mars, nécessitant la plus longue période, s'ajuste tous les 20 cycles. En résumé, il faut environ 45 ans pour que Mars s'aligne avec les périodes synodiques de toutes les planètes visibles. C'est ainsi que les chercheurs ont conclu que cette ancienne civilisation ne faisait pas référence à des jours, mais à des chronologies. Les astronomes mayas avaient conçu ce décompte comme une composante d'un système calendaire plus complexe, comprenant 20 périodes. Cela soulève néanmoins une question. Pourquoi l'étude des périodes synodiques était-elle si cruciale pour les Mayas? Nous ne disposons pas encore de réponses détaillées sur ce calendrier énigmatique. Mais il est certain que les Mayas accordèrent une grande importance à l'influence du cosmos sur leur vie quotidienne. Ils cherchèrent peut-être à comprendre comment les mouvements des planètes visibles s'harmonisaient avec leurs autres systèmes calendaires. Ce système n'est toutefois qu'une facette de l'extraordinaire compréhension astrologique des Mayas. Leur savoir allait bien au-delà de l'utilisation des cycles astrologiques pour l'agriculture. Ils possédaient également des connaissances d'une précision remarquable, comme celle de prédire les éclipses solaires. Les archéologues estiment que le lien entre les Mayas et les étoiles se manifeste dans les vestiges de leur civilisation. Un exemple célèbre se trouve dans la pyramide de Chichén Itzá, située dans la péninsule mexicaine du Yucatan. À la base de son escalier, on peut observer une tête de serpent sculptée dans la pierre. Mais le détail le plus fascinant se produit lors des équinoxes de printemps et d'automne, lorsque le jour et la nuit ont une durée égale. À ces moments précis, le soleil projette des ombres triangulaires sur l'escalier, donnant l'illusion d'un serpent ondulant le long des marches. Un autre exemple de l'intégration de leurs connaissances astronomiques se trouve à Tikal, au Guatemala. Cette pyramide, construite aux alentours de l'an 1 après Jésus-Christ, est considérée comme l'un des premiers complexes astronomiques des Mayas. Grâce à son orientation et son alignement minutieux, elle leur permettait de suivre et de calculer avec une grande précision les solstices et les équinoxes. Les Mayas étaient de chevronnés observateurs du ciel. De même que nous disposons aujourd'hui d'observatoires modernes dotés de dômes, ils avaient leur propre équivalent. C'est ainsi qu'on découvre El Caracol, dont le nom signifiant escargot en espagnol, se réfère à l'escalier en colimaçon situé à l'intérieur de la tour. Érigé aux alentours de l'an 906, cet édifice offrait l'emplacement idéal pour scruter les moindres changements dans le ciel et suivre les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des étoiles. Contrairement à nous, avec nos télescopes, nos satellites et nos technologies de pointe, les Mayas s'appuyaient exclusivement sur l'observation à l'œil nu, ce qui rend leurs accomplissements d'autant plus impressionnants.
Il s'est passé beaucoup de choses au cours du premier millénaire de l'ère chrétienne. Bien sûr, nous parlons de 1000 ans d'histoire humaine. Si tu te souviens de tes cours d'histoire, tu sauras qu'il s'agit de l'époque de l'ascension et de la chute de l'Empire romain. C'est aussi l'époque où nous sommes entrés dans le sombre Moyen-Âge. Et certains disent que c'est la période d'apogée de la civilisation maya, en Mésoamérique. Mais grâce au progrès technologique, nous pouvons aujourd'hui regarder l'histoire d'une manière bien différente. Tu vois, les archéologues ont trouvé des preuves réelles que la civilisation maya pourrait avoir commencé bien plus tôt, et que depuis son origine, cette civilisation était loin d'être simple. Pour en savoir plus, tu devras plonger dans les forêts tropicales du Guatemala. Prêt pour la balade? Les forêts tropicales sont denses et difficiles d'accès. Si tu étais archéologue, tu les trouverais également très menaçantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés si longtemps dans l'ignorance au sujet des Mayas. Mais regarde un peu ça. Tu t'attendrais à voir des ruines de ce genre au Portugal, en Angleterre ou aux États-Unis. Je parle de ces routes de 40 mètres de large, peintes en blanc, pour aider les voyageurs à se déplacer la nuit. À titre indicatif, ces routes faisant environ la moitié de la taille d'un terrain de football américain. Enorme, hein. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de 160 vecinos satanisticui de routes similares, et ils pensent qu'elles détiennent davantage toutes premières ruines mayas répertoriées à ce jour. Ces routes, qui traversent parfois des terrains marécageux et pouvaient même être surélevées, sont en quelque sorte les premières autoroutes du monde. On ne dispose pas de registres répertoriant les véhicules à traction animale, mais on pense que ce réseau reliait entre elles 964 localités mayas. C'était comme une immense toile d'araignée. Et d'après ce que les archéologues ont trouvé, ce réseau constituait un système d'interactions économiques et sociales. Cela bat complètement en brèche l'idée traditionnelle selon laquelle la période préclassique maya, que l'on situe entre 1000 et 350 avant notre ère, était constituée de petites colonies tribales. Imagine la main-d'œuvre et les capacités d'ingénierie qu'il fallait pour construire des autoroutes comme ça. Les scientifiques y pensent que ces chaussées furent construites à peu près de la même façon que les pyramides. Si ces gigantesques ouvrages architecturaux t'intéressent, ne t'inquiète pas, nous en parlerons dans quelques instants. Les scientifiques pensent que ces routes furent bâties avec un mélange de boue et de pierres de carrière, et avec plusieurs couches de calcaire aussi, bien sûr. Les chercheurs n'ont pu découvrir tout cela que grâce à une toute nouvelle technologie d'imagerie. Tu sais qu'on a utilisé la technologie du sonar pour cartographier le fond de l'océan? Eh bien, cette technologie est très similaire, mais au lieu d'utiliser des sons, elle utilise des lasers. Ce système permet aux chercheurs de voir à travers l'épaisse voûte forestière, un peu comme un vision à rayons X. Cela a incontestablement changé la donne. On a commencé à exhumer les cités mayas au milieu du XXe siècle. Depuis, des ruines de villes telles que Tikal, Palenque et Uxmal ont été redécouvertes. Mais revenons quelques instants en arrière pour situer le contexte. Les Mayas étaient l'une des plus grandes civilisations précolombiennes d'Amérique. Jusqu'à présent, les experts pensaient qu'à son apogée, cette civilisation comprenait plus de 40 villes, avec une population de plusieurs millions de personnes. Ça fait beaucoup de monde. Son territoire s'étendait sur la péninsule du Yucatan, au Guatemala et au Belize. Et il survivait principalement grâce à l'agriculture. Mais cette péninsule était un endroit très hostile aux cultures. Les Mayas durent donc mettre au point un système d'irrigation complexe dans leurs villes. Ils construisirent des bâtiments cérémoniels, des pyramides, des places et même des terrains pour jouer au ballon. Les Mayas furent peut-être de grands bâtisseurs de pyramides, mais ils développèrent aussi un système astronomique avancé. Avec la technologie dont ils disposaient, ils étaient capables de prédire l'emplacement exact de planètes telles que Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Jetons maintenant un coup d'œil à certains de leurs sites. Voici Tikal. Situé au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal aurait été la capitale de l'ancien empire maya. À son apogée, son importance était comparable à celle de villes comme Londres ou New York dans le monde d'aujourd'hui. Il est composé de plusieurs monuments. Au total, le site compte 12 000 bâtiments. L'acropole nord est le plus ancien complexe de monuments de Tikal. Construite uniquement de main d'homme vers 350 avant notre ère, elle servait de lieu de repos aux rois et aux chefs. Ces monuments mesurent jusqu'à 60 mètres de haut
À l'époque, les pyramides à degrés étaient peintes d'un beau rouge. Les Mayas adoraient cette couleur. Aujourd'hui, bien sûr, il ne reste que le calcaire. Nous avons dit que l'empire Maya s'étendait sur plusieurs pays. Il n'est donc pas surprenant que Chichén Itzá se trouve aujourd'hui à 10 heures de route de Tikal. Il n'y avait pas de querelle entre ces sites. Il s'agissait simplement de centres-villes différents. Un peu comme New York et Los Angeles. On y trouve l'une des pyramides les mieux préservées de la planète. Située dans l'état mexicain du Yucatan, cette cité maya a plus de 1500 ans. À son apogée, elle abritait 35 000 personnes. Le site s'étend sur une superficie de 10 km². Son centre est El Castillo, un énorme temple en escalier d'une hauteur de 25 mètres. Sa caractéristique principale est qu'il comporte 91 marches sur chacun de ses 4 côtés. En comptant la plateforme supérieure, cela fait 365 marches. Le même nombre de jours que dans l'année solaire. Ça donne à réfléchir. Et voici la cité perdue de Palenque. Cette autre cité maya aurait accueilli plus de 6000 personnes à son apogée. Les archéologues ont fait de curieuses découvertes sur ce site. La plus étrange fait immédiatement penser à Indiana Jones et à Tomb Raider. L'un des bâtiments de cette cité serait la dernière demeure de la Reine Rouge de Palenque. C'était la grand-mère du dernier roi maya. En son honneur, un énorme monument fut construit pour conserver son corps après son décès. La découverte de la tombe elle-même fut un événement passionnant. Les archéologues ont trouvé un ancien monument en creusant sur le site en 1994. Ils ont tout d'abord vu une pièce avec une porte cachée. En ouvrant cette porte, ils sont tombés sur un couloir de 2,5 mètres de long. Au bout de ce couloir se trouvait la chambre de la reine, et à l'intérieur, la momie de la reine elle-même. Ils l'ont trouvée accompagnée de ses perles, de ses coquillages de jade et de ses pierres précieuses. Mais en explorant les vestiges, l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange. La pièce était remplie d'une poudre de couleur rouge. Les chercheurs savaient que cette couleur était importante pour les Mayas. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi la reine avait été enterrée avec cette substance inconnue. Ils en ont ramené un échantillon qu'ils ont analysé et ont découvert que cette poudre était du cinabre, un minéral très dangereux. Lorsqu'elle est inhalée, elle peut causer de graves dommages à la santé. L'équipe a conclu qu'il ne pouvait être sûr que d'une pigue pour quiconque tenterait de voler ses trésors. Une vraie malédiction. Une chose qui a toujours troublé les chercheurs est le manque de données concernant le déclin de cet empire tout-puissant. Quelle aurait pu en être la cause? La sécheresse? Une maladie? De nouvelles recherches menées en 2017 ont tout de même permis de faire la lumière sur cette question. À partir de données recueillies à Saibal, un site situé au sud-ouest de Tikal, les scientifiques ont analysé des céramiques et autres objets exhumés lors de fouilles archéologiques afin d'en savoir davantage sur la disparition inexpliquée de cette civilisation. Ces informations ont montré qu'au lieu d'un effondrement soudain, les Mayas auraient disparu à la suite de plusieurs périodes d'instabilité sociale et de crise politique. Ces événements auraient détérioré les centres-villes et provoqué la dispersion de la population. Et toi, que penses-tu de tout cela? Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez, que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ces bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment.
La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde.
Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Quoi? Une immense île volante juste au-dessus de votre tête. À l'ère de l'IA, vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une vidéo générée par un réseau neuronal, mais vous devez savoir que premièrement, c'est tout à fait réel, que deuxièmement, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter cette île, et que troisièmement, il se pourrait bien qu'elle détienne la clé du secret de l'Eldorado. Cet endroit s'appelle Roraima, et il ne s'agit en réalité pas d'une île, mais d'une montagne. En raison de plusieurs facteurs, nous avons l'impression de voir une île flotter au-dessus de nous. Mais tout cela est dû au sommet plat de la montagne. Elle n'a pas de pic, et présente donc un plateau, et les nuages épais qui l'entourent se fondent dans le ciel, créant une illusion d'optique. Malgré les progrès de la technologie satellitaire et l'accès abordable aux voyages en avion, il subsiste encore quelques endroits sur Terre que l'on peut qualifier d'inexplorés. Le mont Roraima est l'un d'entre eux. Il existe depuis près de 2 milliards d'années et constitue l'une des plus anciennes formations rocheuses de notre planète. À titre de comparaison, les dinosaures sont apparus il y a environ 240 millions d'années. Certains scientifiques pensent que cette région faisait autrefois partie d'un supercontinent appelé Gondwana, et qu'à l'époque, ce n'était pas encore une montagne. Lorsque le supercontinent s'est fragmenté, l'érosion a créé cette merveille géologique en forme de table. Cependant, ce qui est intéressant à propos de cet endroit, ce n'est pas son âge, mais le fait qu'il semble encore préhistorique, presque intact. Cela s'explique par l'exploration tardive de cette partie de l'Amérique du Sud. D'ailleurs, nous découvrons encore chaque année de nouvelles espèces de faune et de flore dans ces environs. Pour une montagne, elle est relativement petite, seulement 2810 mètres. Certaines villes sont situées à une plus grande altitude, comme La Paz en Bolivie, qui culmine à 3640 mètres. Des gens pourraient donc vivre dans la région du mont Roraima, malgré son accès difficile. Cependant, il y a un hic.
Les Paimon sont les premiers à avoir habité cette région et ils possèdent une tradition mythologique incroyablement riche. Par exemple, leur mythologie met en scène des divinités qui vivent sur les tépuis, des montagnes au sommet plat situées dans les prairies. Ces montagnes sont considérées comme sacrées et interdites aux vivants, car elles seraient le lieu de résidence des esprits ancestraux, les Mawari. Il existe donc des traditions qui interdisent de vivre dans cette région, mais certaines sources affirment néanmoins que des communautés locales y habitent. Cependant, les problèmes ne sont évidemment pas seulement liés aux esprits, mais aussi aux possibilités d'emploi très limitées. Des visites guidées sont toutefois proposées. Que verrez-vous si vous osez vous rendre dans cet endroit? Au pied de la montagne se trouve une forêt tropicale humide à feuilles persistantes, avec des arbres dont la hauteur varie entre 25 et 45 mètres, certains spécimens pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres. La plupart d'entre eux sont endémiques, ce qui signifie que c'est le seul endroit au monde où vous pouvez les trouver. Vous verrez également des orchidées aussi grandes qu'un arbre de taille moyenne. Ce n'est pas surprenant. En raison de l'isolement de cet endroit, les espèces qui y vivent ont suivi un parcours évolutif complètement différent de celui de la plupart des espèces végétales et animales de notre planète. Ensuite, vous aurez toutes les chances de tomber sur une cascade au pied du Roraima. Elle coule là depuis des millions d'années. Fait amusant, il n'y a pas de rivière au sommet du Roraima. Ce sont les précipitations qui s'infiltrent dans les roches poreuses qui créent ce spectacle incroyable. Tout cela donne l'impression d'un monde perdu, n'est-ce pas? D'ailleurs, Sir Arthur Conan Doyle s'est inspiré des tépuis et de leurs hauts plateaux pour écrire son roman « Le Monde perdu ». Oui, il n'est pas seulement célèbre pour Sherlock. Parmi ces merveilles naturelles, le Roraima se distingue comme le tépui le plus accessible. Il existe d'autres formations similaires, mais elles sont beaucoup moins faciles d'accès. Oui, parmi toutes ces montagnes, le Roraima est peut-être le plus facile à atteindre, mais cela reste très difficile, même avec toutes les technologies modernes. Alors, comment a-t-il été découvert? Difficile à dire, mais il existe une théorie étayée par des documents officiels. Au XVIe siècle, Sir Walter Raleigh, admirait son col et sa belle moustache, était une personnalité importante du monde élisabétain, soit le règne d'Élisabeth Ier. En 1594, il entendit parler d'une grande cité d'or située près du fleuve Caroni. Cette idée lui resta en tête. Peut-être voyait-il là un moyen de s'enrichir rapidement. Quoi qu'il en soit, un an plus tard, il partit explorer ce qui est aujourd'hui la Guyane et l'est du Venezuela, et il décrivit avec précision le mont Roraima. Le 22 mars 1595, une flotte anglaise dirigée par Walter Raleigh apparut au large des côtes de Trinidad. Raleigh tenta de se montrer aimable avec les colons espagnols, en faisant du commerce et en les invitant même à bord de ses navires pour se divertir. Après quelques verres, les Espagnols lui révélèrent qu'une certaine personne menait des activités particulières en Guyane, recueillant des informations sur la géographie du territoire et les trésors cachés à l'intérieur des terres. Le 7 avril, Raleigh lança une attaque surprise sur la ville de San José et réussit à capturer cette personne. Après l'avoir interrogé pour obtenir des informations, Raleigh annonça son intention de se rendre en Guyane à la recherche de la légendaire Cité d'Or. Comme ces navires ne pouvaient pas naviguer dans les chenaux étroits du delta de l'Orénoque, Raleigh fit modifier l'un d'entre eux, probablement une galéasse. Ce navire pouvait transporter 60 hommes et 40 autres furent répartis dans des embarcations plus petites. La progression fut lente dans le delta et ils se perdirent dans ce que Raleigh décrivit comme un labyrinthe de rivières. Finalement, ils arrivèrent au Caño Manamo, puis dans le cours principal de l'Orénoque. Un peu plus en amont, à la confluence de l'Orénoque et du Caroni, Raleigh rencontra un chef indigène nommé Topiawari, avec lequel il s'entendit très bien. Topiawari lui révéla que son peuple avait été chassé de l'intérieur de la Guyane par une tribu féroce venue de l'ouest. Cela renforça la croyance répandue, partagée par les Espagnols et Raleigh, selon laquelle Eldorado abritait des Incas fugitifs venus du Pérou. Topiawari mentionna également que la tribu envahissante était riche en or, et affirma que leur ville la plus proche, à seulement 4 jours de marche vers le sud,
était la source des plaques d'or que l'on trouvait dans un vaste rayon. Mais il laissa entendre que des trésors encore plus précieux se trouvaient un plus loin dans les terres. Raleigh se rendit ensuite à l'embouchure du Caroni, mais de forts courants l'empêchèrent d'avancer. Il envoya 2 groupes de reconnaissance à terre tandis qu'il en dirigeait un 3e. Ils trouvèrent quelques pierres brillantes qu'ils s'empressèrent d'extraire du sol, mais la plupart s'avérèrent sans valeur. Ils apprirent qu'un immense lac d'environ 64 km de large, rempli d'or alluvial, se trouvait à la source du Caroni. Cependant, sans moyen d'avancer et avec la montée des eaux de l'Orénoque, Raleigh dut annuler l'expédition, espérant revenir lorsque les conditions seraient plus favorables. Ce n'est qu'en 1616, plus de 20 ans plus tard, que Raleigh obtint de Jacques Ier l'autorisation de tenter une 2e expédition en Guyane. Il assura au roi qu'il pourrait extraire beaucoup d'or d'une mine située près du Caroni, dont il avait entendu parler lors de son précédent voyage. Jacques lui ordonna expressément de ne pas entrer en conflit avec les Espagnols, qui contrôlaient toujours la région de l'Orénoque. À son arrivée en Amérique du Sud, Raleigh resta à bord du navire et envoya Lawrence Keymis et une équipe à la recherche de la mine. Pour des raisons qui restent obscures, Keymis finit par attaquer et capturer la ville espagnole de Santo Tomé, ce qui entraîna la mort du fils de Raleigh, Watt, au cours de l'escarmouche. Incapable de trouver la mine, l'équipage retourna au navire et, face à la colère de Raleigh, Keymis sauta la vie. De retour en Angleterre, Raleigh fut jugé pour avoir prétendument menti au sujet de la mine et tenté de provoquer un conflit avec l'Espagne, ce qui conduisit finalement à son exécution. Ou peut-être étaient-ce les esprits Maoris qui n'avaient même pas apprécié son intrusion? La structure de Richat est une formation gigantesque au milieu du Sahara et qui ressemble à s'y méprendre à une vaste cible de fléchettes. Elle est si grande que l'on peut la voir de l'espace. Même la CIA s'y est intéressée à elle. En 1965, ils avaient prévu de la survoler, à la recherche d'anomalies géomagnétiques. Les résultats sont toujours classifiés aujourd'hui. Peut-être que les rumeurs sont vraies et que cet endroit est vraiment la cité perdue de l'Atlantide. On suppose que l'Atlantide aurait coulé sous les vagues. Mais de récentes découvertes nous orientent dans une direction différente. C'est une histoire ancienne qui remonte très loin dans le temps, et Platon a été le premier à la mentionner. Le lieu avait une végétation luxuriante et une structure singulière. 3 cercles concentriques de terre entourant 2 cercles d'eau. 2 citations clés des écrits de Platon suggèrent que l'Atlantide n'aurait peut-être pas été une île ordinaire au milieu de l'océan. De plus, l'Atlantide aurait subi une influence majeure de l'Afrique et de l'Europe, ce qui remet en question l'idée qu'elle ait pu se trouver dans l'Atlantique. Il s'avère que l'œil du Sahara et l'Atlantide se ressemblent. Lorsque les astronautes ont vu l'œil du Sahara depuis l'espace, ils ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait du cratère d'impact d'une météorite. Mais les anneaux de la structure correspondent à la disposition décrite pour l'Atlantide. Plus important encore, le Sahara n'a pas toujours été un désert. Il s'est transformé d'une région tropicale en un désert aride, il y a environ 11 000 ans. Les chercheurs ont retrouvé des traces d'un immense fleuve, le Tamanrasset, qui aurait pu abreuver toute une communauté. Celui-ci s'écoulait vers la structure de Richat, pareillement à la description de Platon. La voie maritime transsaharienne traversait le Sahara il y a 50 à 100 millions d'années, et l'on prétend que la mer aurait détruit l'Atlantide il y a environ 11 500 ans, probablement en raison d'une montée rapide du niveau de la mer causée par la fin de l'ère glaciaire. L'imagerie satellite de la NASA montre des motifs qui concordent avec cette théorie. Ces cercles concentriques pourraient être la clé permettant de dévoiler les secrets de l'évolution de notre planète au cours de millions d'années. Ils ont été façonnés par l'érosion de plusieurs couches de roches résistantes, créant un motif étrange fait de crêtes et de ravins. Le pic principal se dresse fièrement à 400 mètres de haut. La partie centrale a subi une transformation significative due à l'érosion, développant une structure circulaire avec un pic élevé. Contrairement au cratère d'impact, l'œil du Sahara présente une symétrie et un équilibre frappant. Certains affirment que cela résulterait du soulèvement des roches, sculptées par le vent et l'eau. D'autres pensent qu'il s'agirait d'un ancien anticlinal, érodé jusqu'à révéler cette forme concentrique. Ensuite, il y a la théorie du dôme de sel, suggérant que c'est la flottabilité du sel qui aurait sculpté cette merveille,
Les techniques de datation ont prouvé qu'elle s'était formée il y a 252 à 541 millions d'années, à plus ou moins 1 million d'années près. D'anciens artefacts sont éparpillés autour des anneaux extérieurs de la structure, près du lit du fleuve asséché. Certains outils en pierre plus anciens ont également été retrouvés dans la même zone. Et pourtant, même si quelques pointes de lance de l'ère néolithique y ont été trouvées, il n'y a pas beaucoup de signes que des gens y aient vécu à l'époque. La région semble avoir été exploitée pour des activités à court terme comme la chasse ou la fabrication d'outils. Il existe d'autres mystères surnaturels qui parsèment notre monde. L'une de ces énigmes se trouve en Norvège. Le sinistre phénomène des lumières d'Esdalen, également connu sous le nom de vallée des lumières, laisse les scientifiques perplexes. Cette vallée a une largeur de 15 km. Elle est assez reculée, mais une étrange boîte bleue se trouve en haut de la colline, équipée de caméras qui scrutent le vallon en contrebas. L'inquiétante saga a commencé dans les années 80, lorsque le ciel nocturne au-dessus de Esdalen s'est paré de boules de feu incandescentes. Un spectacle récurrent qui a fait frémir tous ceux qui l'ont vu. Ce n'était pas un phénomène éphémère. Bien au contraire, il s'est reproduit très régulièrement. Terrifiés, les habitants ont signalé des contacts avec ces phénomènes lumineux inexpliqués, dont certains se seraient produits près de leur maison. La peur s'est propagée comme une traînée de poudre. À son apogée, on comptait environ 20 apparitions chaque semaine. Le phénomène a fait son chemin dans les journaux, les magazines et les médias du monde entier. Bien vite, les gens ont afflué dans la vallée, espérant voir ces lumières par eux-mêmes. En 1984, des experts se sont joints à la cohue, armés d'instruments sophistiqués comme des magnétomètres, des radiomètres et bien d'autres trucs-o-mètres. Ce qu'ils ont observé était sidérant. Ces lumières défiaient toute explication. Certaines se déplaçaient à un rythme tranquille, tandis que d'autres traversèrent le ciel à une vitesse fulgurante de 30 000 km/h. Les gens ont bien essayé de les expliquer. Avions, reflets lointains, foudres en boule, satellites, planètes, météores. Mais la vitesse et la façon dont ces lumières dansaient éclipsaient toutes ces théories. Nous nous approchons lentement d'un autre lieu mystérieux. C'est le plus grand lac subglaciaire parmi les 675 lacs connus d'Antarctique. Il pourrait facilement abriter des formes de vie inconnues. Ce lac se trouve sous l'Inland 6, Est-Antarctique. Si vous plongez à environ 4 km sous la glace, vous y verrez le lac Vostok, situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. Ce lac est long de 2 cents, 50 km, et large de 50 km, à son point le plus étendu. Avec une profondeur moyenne de 430 mètres, c'est aussi le 6e plus grand lac du monde en termes de volume. Il ressemble à une cité sous-marine, avec de hauts piliers et de profonds bassins. Ce lac secret a été découvert en 1993. Pourtant, il attendait d'être découvert depuis plus de 2000 ans, conservant tous ses secrets. En 2012, les scientifiques ont foré la glace, prélevant la plus longue carotte de glace de toute l'histoire. Ils ont traversé la calotte gelée jusqu'à la surface du lac. L'année 2013 a apporté un rebondissement inattendu, lorsque ces eaux tranquilles ont surgi lors de l'extraction d'une carotte de glace, se mêlant au fluide de forage. Puis, ils ont enfin obtenu un échantillon d'eau pure en 2015. Certains pensent qu'il pourrait se trouver des formes de vie inconnues par là-bas, car c'est une réserve d'eau fossile qui n'a pas été touchée depuis des millions d'années. Cela pourrait beaucoup ressembler à ces océans recouverts de glace que l'on soupçonne d'exister sur des lunes comme Europe et Encelade. Tout a commencé avec une théorie du 19e siècle, suggérant que de l'eau douce serait cachée sous les calottes glaciaires de l'Antarctique. Ensuite, en 1959, des levées sismiques ont laissé entreapercevoir l'existence d'un lac sous-glaciaire. Et dans les années 90, les données satellites ont confirmé l'existence du lac Vostok. Il n'est d'ailleurs pas seul. En 2005, on a découvert une île au milieu du lac. Ensuite, 2 lacs plus petits se sont joints à la fête. On soupçonne qu'un réseau secret de rivières sous-glaciaires aurait pu connecter ces lacs. Très loin de l'Antarctique, au Venezuela, la foudre de Catatumbo offre un stupéfiant spectacle lumineux à la confluence du fleuve Catatumbo et du lac Maracaibo. Cet inquiétant phénomène électrique se produit environ 140 à 160 nuits par an, durant 10 heures par jour.
et peut libérer jusqu'à 280 éclairs en une seule heure. La fréquence de ce spectacle de foudre change avec les saisons et d'année en année. Il a connu une pause de janvier à mars 2010, ce qui a suscité l'inquiétude qu'il pourrait disparaître à jamais. Au coucher du soleil, les vents de l'Est commencent à gagner en intensité. Ce vent fort est appelé un jet nocturne à basse altitude, comme ce que l'on peut observer dans les grandes plaines d'Amérique du Nord. Ces vents apportent de l'humidité, principalement des Caraïbes et du lac en lui-même. Cet air humide rencontre les hauts sommets de la cordillère, entraînant la création d'orages sur les montagnes. Grâce à la constance de ces vents, d'autres orages apparaissent au fur et à mesure que la nuit avance. Ce schéma se répète. C'est pourquoi cette région a le taux annuel d'éclairs le plus élevé au monde. Le prochain endroit que les scientifiques sont incapables d'expliquer se trouve en Chine. Il s'agit des grottes de Longjiu. Elles présentent des voûtes hautes et inclinées et de robustes piliers. L'endroit est resté caché pendant des siècles. Ces cavernes, créées par l'homme, creusées il y a environ 2000 ans, n'ont décidé de se révéler que dans les années 90. Des agriculteurs locaux ont drainé les étangs et révélé 5 cavernes massives. Des fouilles supplémentaires ont exposé 19 autres grottes plus petites. Elles allaient de 20 à 35 mètres de large pour 10 à 20 mètres de hauteur. Des archéologues y ont retrouvé des reliques anciennes datant du règne de l'empereur Han Xuandi, remontant à plus de 2000 ans. Comment ces grottes ont-elles survécu pendant plus de 2 millénaires sans s'effondrer ? Aucune trace écrite n'explique la manière dont elles ont été conçues. Les murs présentent des marques de bourrines, laissant supposer une activité de sculpture couche après couche. Mais le processus exact de construction demeure un casse-tête.